Eh bien, une fois n'est pas coutume, la FAQ n'aura pas eu lieu le dimanche, mais le lundi soir. Et oui, que voulez-vous, j'essaye de faire bouger un petit peu les choses et toujours, j'essaye d'honorer ce rendez-vous qui me semble extrêmement important pour vous, mais aussi pour moi. Toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram se retrouvent, bien sûr, pour les plus intéressantes et celles que je choisis, sur cette petite FAQ. Et donc, nous allons répondre aujourd'hui à beaucoup de questions très intéressantes. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc pour une nouvelle édition de cette foire aux questions dans laquelle nous avons l'occasion comme ça de discuter en pré-show avant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je le signale souvent sur Instagram pour que vous sachiez à quel moment ça va se faire. Et puis ensuite, on engage directement avec le tournage. On va faire un petit tour directement sur l'actualité. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, histoire d'avoir un petit peu des choses à se mettre sous la quenotte. Alors, on avait sur la dernière FAQ le fameux rappel des Hornet 1000 et CBR 600RR qui semble quand même un petit peu s'intensifier. On dirait qu'il y a 2-3 petits problèmes à droite à gauche. Alors, pour l'instant, il semblerait surtout qu'il s'agisse de faire attention et c'est pas des choses majeures, mais il faut quand même s'en occuper. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et surtout, si vous avez une moto concernée, CBR 600RR ou Hornet 1000 et que vous n'avez pas été contacté par votre concessionnaire, je fais un petit message d'intérêt public. N'hésitez pas à les contacter et à voir si votre machine a besoin d'un petit contrôle. Puis nous avons eu l'annonce, la fameuse annonce du 27 janvier de la part de Triumph, 27 ou 28, je ne sais plus, de la nouvelle Speed Twin Café Racer, une édition ultra limitée, sportive, très bien équipée, bon à 18 000 €, il faut quand même les sortir, mais c'est une très jolie machine, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis je vous ai repassé un petit essai replay, vous savez, de la KTM Super Duke 1290 V3, la première que j'avais testée. J'ai remis un petit peu la miniature au goût du jour pour ressembler un petit peu à Wolverine, mais dans une version qui soit un peu moins, on va dire, faite avec les moyens du bord qu'à l'époque. Donc voilà, c'est le tout pour l'actualité de la semaine. Et nous allons engager directement avec la question de Reptilkov qui nous dit « Quel signe pourrait faire penser que QJ Motor, souhaite véritablement s'implanter en France ?» Et alors ça, c'est une question qui me plaît bien et qui va nous permettre de revenir sur un petit sujet 3 fois rien dont on avait parlé il y a déjà quelques jours de cela. C'est le top des constructeurs en France en 2025. Et vous le voyez, on a pas mal de recul sur tous les constructeurs européens, japonais et américains. Et on a des croissances qui sont assez dingue pour les constructeurs chinois. CF Moto, Vosges, Zontes et puis aussi QJ Motor qui sont juste ici. Et en fait, là vous avez déjà un début de réponse à la question de Reptilkov. Qu'est-ce qui nous fait penser que QJ Motor, ils ont une velléité particulière à s'installer en France ? Ils ont fait 224% de croissance. Alors oui, je le sais, ils ne sont que 18e au classement, mais croyez-moi qu'on ne fait pas non plus 1600 immatriculations comme ça, d'un coup de cuillère à peau. C'est une véritable explosion des ventes du constructeur chinois qui nous montre qu'ils ont une excellente dynamique. Et j'en ai parlé dans le pré-show du live de cette vidéo. En effet, aujourd'hui, Vosges, Zontes et QJ Motor sont très fortement impulsés, entraînés par CF Moto. CF Moto a une croissance qui est insolente et qui pave le chemin, qui montre la voie aux autres constructeurs chinois et aussi donne des signes très encourageants au public qui se dit « Ah oui, effectivement, les motos chinoises, ce n'est pas si mal que ça. » Et puis après, il y a aussi un certain nombre d'autres choses qui nous donnent à penser que QJ ont des grandes ambitions pour la France. L'une d'entre elles, une première et qui me semble assez importante, c'est que la gamme grandit chez QJ Motor. D'ailleurs, si ça peut vous donner un ordre d'idée, la CIMA, qui est donc l'importateur officiel de QJ Motor en France, m'ont contacté déjà il y a plusieurs mois de cela pour collaborer sur des mises en avant de machines diverses chez QJ, différentes catégories. Donc ça montre quand même qu'ils ont une envie de faire connaître les motos au public français. Pour l'instant, rien n'est encore acté. Nous sommes dans l'attente de voir si ça va se faire ou pas, mais c'est une intention qui déjà montre dans quelle direction ils souhaitent aller. Et parmi ces 4 motos, il y en a une qui a été récemment montrée
sur le site de QJ Motor dont on a enfin les infos officielles. Et croyez-moi, ça va faire très très mal. Je vais vous en parler dans une vidéo qui va sortir demain en Breaking News, je pense, parce que ça va être nécessaire. Cette moto, c'est la SRK 921, le fameux Roadster, donc avec cette ligne si agressive et si stylée, hein, j'ai rien d'autre à dire, je trouve la moto absolument exceptionnelle, hein. Elle est dingue. Et regardez juste ça. Regardez ce prix. 10 399 €. On se repasse rapidement parce que je vous dis, je vais vous faire une vidéo. 128 chevaux, fourche inversée réglable Marzocchi, étrier Brembo Stylema, c'est pas indiqué mais je vous le dis, contrôle de traction, régulateur de vitesse, quick shifter, écran TFT, voilà, merci à tous. Au revoir, hein, tout simplement. Je pense que là, QJ viennent de plier le game. Donc, à la question, est-ce qu'il y a des signes que QJ Motor veulent s'implanter en France? Je pense qu'il y a surtout des signes que QJ Motor veulent, à l'image de CF Moto, dominer le monde et aller chercher partout où ils le peuvent. Et avec des offres comme celle-ci, la moto n'a pas été testée. Je suis d'accord, il faudra voir ce que ça donne. Mais en tout cas, sur le papier, c'est sacrément alléchant. Et je pense bien que des 4 machines que QJ m'ont proposé, que la CIMA m'ont proposé d'essayer, celle-ci fait définitivement partie des plus, voilà, que j'ai le plus envie de tester, j'en perds mes mots. Donc, à suivre, et puis on verra bien. Je pense quand même que la marque commence à avoir des bons indicateurs, et il va falloir les garder à l'œil très, très attentivement. Prochaine question de la part de Franck DRCH, qui nous dit: penses-tu que les nouveaux moteurs des MotoGP en 2027 mettront fin à la production de 1000 cc public? Alors ça, c'est une question que je reçois assez fréquemment, je l'entends, c'est un discours qui revient et que je trouve assez fascinant parce que il y a probablement un manque d'informations sur ce sujet-là, mais du coup, ça va me permettre d'éclaircir un petit peu les choses. C'est que, en réalité, le MotoGP ne dicte pas les hypersports de route. Le MotoGP, ce sont des machines prototypale. Et d'ailleurs, quand vous regardez une MotoGP, vous voyez que on est sur des machines qui sont très très loin de ce qu'on peut voir d'une moto hyper sportive de route. Quand on regarde qu'il s'agisse de Gresini, des machines qu'on peut retrouver chez d'autres constructeurs, Ducati et compagnie, enfin, vous voyez que ces motos, elles sont extrêmement loin de ce qu'on peut voir en règle générale sur des hypersports de route. Et en fait, la réalité, c'est que en fait, ce n'est pas du tout le MotoGP qui dicte en fait les machines, on va dire, de route comme ça, les hypersports de route. Ce qui est véritablement très très influent pour ça, c'est le Superbike, c'est le championnat Superbike. Et là, effectivement, il y a un lien important de cause à effet, d'homologation par rapport en fait aux machines de route. Et donc du coup, en 2027, quand il va y avoir un changement des cylindrés pour les MotoGP qui vont passer à 850, je vous le rappelle, 850 cc, il n'y a absolument aucun signe qui nous dise qu'une bécane comme la BMW S1000 RR se retrouve à faire 850 cm3, puisque ce qui dicte véritablement la dynamique, ce qui insuffle la dynamique des hypersports de route, ou tout du moins qui s'en nourrit, c'est le championnat Superbike, où là, effectivement, les machines sont étroitement dérivées du championnat Superbike, et du coup, ont vraiment ce truc-là. Mais il faut vraiment garder ça en tête, parce que vous êtes assez nombreux à me poser la question, et du coup, j'y réponds, non. Le MotoGP a des technologies qui influent en fait effectivement sur ce qu'on va retrouver plus tard sur la route, mais de la même façon que la Formule 1 influe les technologies qu'on va retrouver sur les voitures de route 5 ans, 10 ans plus tard. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que si les réglementations changent en Formule 1, on va avoir des supercars qui vont être différentes, des Ferrari, des Lamborghini, etc. Parce que ça n'a pas forcément de lien, ce sont des prototypes. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous répondre un peu à cette question qui revient assez fréquemment et qui est très intéressante à traiter. Question de Antoine CPN qui nous dit: à cause des Chinois, pour toi, lequel des 4 constructeurs japonais va disparaître en premier? Là, encore une fois, c'est ultra intéressant parce que il y a tout un imaginaire autour du fait que les constructeurs japonais puissent venir à disparaître
en raison des constructeurs chinois. Donc, pour commencer, je voudrais du coup revenir rapidement sur ma petite slide pour vous montrer quand même un peu où en est l'état de l'art aujourd'hui sur les constructeurs chinois. QJ Motor, 18e au classement, font 1626 immatriculations. Zontes en font 3660, Vosges en font 3909 et CF en font 5887. Ce qui est effectivement très impressionnant. Mais si on va d'abord chercher les 3 premiers constructeurs japonais, à savoir Honda, Yamaha et Kawasaki, on est sur des volumes d'immatriculation, de ventes qui sont quand même bien plus importants. Honda, n'en parlons même pas parce que Honda, ils sont très largement intouchables pour le moment. Ce qui veut donc dire que dans l'immédiat, il n'existe pas, à mon sens, ce n'est que mon interprétation des choses, de danger immédiat pour les constructeurs japonais. Suzuki est une marque qui est dans une passe compliquée, mais en même temps, ça c'est un truc effectivement qui mérite d'être signalé, Suzuki font un -35 dans un marché en 2025 qui est en berne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là et on le sait très très bien. Mais néanmoins, je vous invite à regarder l'intégralité des chiffres parce que c'est important. Suzuki en 2025 font 4713 immatriculations et perdent en part de marché, il est vrai. Mais il faut savoir que Suzuki, eh bien, ils sont aussi dans une dynamique où ils sortent d'un creux. Ils sortent d'un creux qui est important et dans lequel, en fait, dans les années 2010, ils n'étaient pas au sommet de leur forme. Ils sont en train de revenir quand même avec des machines intéressantes, comme la V-Strom 800, comme, la Yabusa, ils l'ont sortie, c'est pas des volumes très importants, mais elle maintient quand même, et je vais vous faire une vidéo très bientôt sur, eh bien, la croissance du segment des sportives en France, qui va plus vite que les autres segments. C'est assez incroyable, mais oui, il y a une vraie renaissance des sportives réinterprétée, vous allez le voir. Mais je pense que le constructeur qui est peut-être le plus pas en danger, mais celui sur lequel les questions peuvent se poser le plus légitimement, eh bien ce constructeur, c'est Yamaha. Et Yamaha, c'est... je vais vous en faire une vidéo dédiée d'ailleurs, hein, je l'ai déjà tournée, elle est déjà prête et je vais vous la mettre bientôt en ligne. Yamaha est un constructeur qui aujourd'hui souffre d'un véritable problème de gamme. Pourquoi? Parce que chez Yamaha, il existe des motos fantastiques, des roadsters entrée de gamme pour les permis A2, géniaux avec la MT-07 ou même des 03 125 pour les permis un petit peu plus bas, etc. qui sont vraiment top. On a des machines néo-rétro avec les XSR 900 qui sont super. On a des trails routiers exceptionnels, la Tracer 9, alors elle, c'est voilà, et la Tracer 7, ce sont des machines vraiment très très bien. Mais le problème de Yamaha, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de flagship. Quand je parle d'un flagship, ce sont des machines, vous savez, un petit peu qui font rêver, qui ont cette aura, ce potentiel à dire oui, effectivement, on est sur quelque chose de vraiment au-dessus en termes de puissance de technologie parce que la R1 a disparu, elle n'est plus vendue, la R6 a disparu, la MT10 ont disparu. Et donc aujourd'hui, le moteur le plus puissant chez Yamaha, c'est un moteur CP3 qui fait 119 chevaux, qui est un moteur extraordinaire au demeurant, hein, je vous en parlerai dans la vidéo, mais... Et en fait, quand on a en face des CF Moto qui arrivent avec des machines de 212 chevaux, etc., et qui ne sont plus dans cette catégorie de juste on produit des machines de cylindrée moyenne avec des puissances moyennes, mais on commence vraiment à pouvoir proposer de la véritable usine à rêve, c'est un petit peu ce que ça va proposer, hein, quand on sort une Hypersport, c'est un peu ça l'idée. Et ben là, du coup, les choses commencent à être un petit peu plus complexes. Donc, je pense que le constructeur qui va peut-être le plus se remettre en question et réfléchir à son avenir, pas forcément dans le sens où ils vont disparaître, mais au sens où il va falloir impulser certaines réorientations et peut-être faire travailler le département R&D assez vite, oui, c'est Yamaha, et ça, je pense que c'est assez évident. Dernière question de la part de Jordan Massa. Que penses-tu de l'industrie moto actuelle? Est-elle aussi fun que fin 90, début 2000? J'adore cette question. J'adore cette question parce que c'est quelque chose que on entend souvent dire. Et j'ai vu d'ailleurs une vidéo il y a peu de temps, un créateur de contenu qui disait pourquoi y a-t-il autant de motards qui arrêtent la moto? Et la réalité, c'est qu'en fait, non, il n'y a pas autant de motards qui arrêtent la moto. Il y a une frange de population qui arrête la moto, mais il y a aussi des nouveaux motards qui arrivent. En fait, le marché de la moto est en train d'évoluer. Mais
Il y a effectivement un noyau d'irréductibles gaulois qui, voilà, semble debout contre toutes les innovations, toutes les mises à jour. Est-ce qu'il est vrai de dire que le monde de la moto aujourd'hui est plus réglementé, moins libre? Oui, il y a plus de radars. La répression de la vitesse est plus stricte. Il y a certaines villes où on peut plus se garer comme on voulait avant en moto sans être eh bien, verbalisé. C'est une réalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qu'on a gagnées en sécurité, en confort, en technologie? Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis beaucoup moins catégorique. Et à mon sens, le monde de la moto le plus fun, c'est celui dans lequel on vit dans le présent. C'est celui dans lequel on profite de la moto et de toutes ses évolutions. Et pour moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que le monde de la moto, avec des machines comme la Ninja H2R, qui a déjà quelques années, hein, elle a une dizaine d'années, mais voilà, avec la Ninja H2R, ou la ZH2, qui sont véritablement le fruit d'évolutions récentes avec le compresseur, de nouveaux constructeurs, de nouvelles marques qui arrivent, comme CF Moto, qui propose des choses nouvelles, des choses fraîches, et puis même, j'ose le dire, j'ai pas peur de le dire, des nouveautés dans le monde, par exemple, de la moto électrique, avec Verge Motorcycle, dont on a parlé récemment, mais aussi Zero Motorcycle. Je trouve que le monde de la moto n'a jamais été aussi fun qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le monde dans lequel on est et c'est le monde dans lequel on doit accepter de voir les choses pour ce qu'elles sont. Peut-être que dans une certaine partie de l'utilisation de la moto, il y a des choses qui sont moins fun et peut-être que mon ressenti ne sera pas le même que le vôtre. Mais moi, je préfère me dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu autant d'innovations, autant de nouveaux constructeurs, autant de nouvelles idées fraîches. Et il est vrai que en 90, en 2000, en 80, il y avait énormément de belles choses qui apparaissaient. Mais je n'ai pas la sensation qu'aujourd'hui, les constructeurs manquent d'ingéniosité, d'innovation, de volonté de proposer des choses qui sortent un petit peu du carcan parce que la concurrence augmente d'autant plus. La Chine, on le voit comme une menace. Il y a beaucoup de gens qui voient la Chine comme une menace. Et il n'est pas faux de dire que pour celles et ceux qui ne vont pas réussir à se réinventer, qui ne vont pas réussir à proposer quelque chose de fondamentalement intéressant qui se démarquera, oui, ce sera probablement compliqué. Mais vous savez quoi? L'industrie a toujours fonctionné comme ça. L'industrie, depuis la nuit des temps, a toujours marché comme ça. Des nouveaux acteurs apparaissent et d'autres disparaissent, mais ceux qui ne disparaissent pas s'adaptent et ça s'appelle la concurrence. Et en ça, je trouve que les constructeurs chinois sont très loin d'être une menace, mais sont plutôt un vent frais qui nous permet et qui permet aux constructeurs implantés de se réinventer et de proposer des choses nouvelles. Et en ce sens-là, eh bien non, je ne pense pas que l'industrie de la moto soit moins fun que dans les années 90 ou 2000, parce qu'elle n'a jamais été, à mon sens, aussi passionnante. Et quand on la regarde, eh bien, avec un prisme reculé, avec, on va dire, la vue globale, eh bien, je trouve que ça reste extrêmement passionnant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que j'aurai des réactions peut-être un petit peu à chaud de certains qui ne sont pas d'accord, et d'autres qui le sont, et c'est à ça que sert le débat et l'échange, tant qu'il reste respectueux. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et que vous n'êtes pas encore abonné, bon voilà, c'est un petit 3 fois rien, mais c'est un vrai soutien que vous m'apportez. Et puis après, eh bien écoutez, le petit like, le commentaire, ça aide aussi beaucoup au référencement. Je vous le dis tout de suite, hein, avoir beaucoup d'abonnés, c'est super pour les marques, pour vous donner un peu de visibilité, mais clairement pour faire pousser les vidéos et les faire être vues par le plus de personnes, eh bien, les réactions, c'est ce qu'il y a de plus important. Les commentaires, les likes, tout ça, l'engagement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!